Grand air avec le laboratoire Dermophile Indien. Protégez-vous des grands froids et du soleil avec le laboratoire Dermophile Indien. Respirez à fond, c'est Grand Air. Aujourd'hui, on va vivre l'aventure avec un grand A, un triple A même, puisque j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés 3 montagnards habitués à barouder aux 4 coins du monde. Charles Edrich, bonjour. Bonjour. Luc Dupont, à vos côtés. Bonjour Luc. Bonjour. Et puis on le connaît bien à Télé Grenoble, Jean-Michel Asselin. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Mi. 2 pulls rouges, amoureux de la mer, et puis un alpiniste, amoureux du verbe. On peut le définir comme ça, Jean-Mi, avec le dernier livre qui est sorti il y a quelques semaines, Nouvelle chronique des hauteurs. On en parlera tout à l'heure. Et puis pour faire baisser quand même la moyenne d'âge, messieurs, on a le plaisir d'avoir les enfants de la maison de l'enfance de Bajatière qui sont venus assister à l'enregistrement de cette émission. Charles, on va démarrer avec vous. Ça fait plus de 10 ans que vous réalisez des défis de plus en plus incroyables. Vous avez démarré, on va dire, par du costaud, mais du classique, le Paris-Dakar moto ou le Vendée Globe, qui sont des épreuves reconnues, mais pas données à tout le monde quand même. Alors pour moi, le Dakar en moto, ça n'a pas été du tout quelque chose d'anodin, parce que je n'avais jamais roulé en moto de ma vie 10 mois avant le Dakar. Donc il a d'abord fallu que je passe mon permis, j'apprenne à rouler. C'est vrai que c'est mieux d'avoir le permis pour faire le Dakar. Et non, ça a été, disons, quelque chose de très très compliqué. Il faut savoir qu'en plus, la moto en rallye raid, c'est extrêmement physique. Il y a quand même pas mal il faut beaucoup s'entraîner, et ça a quand même été tout sauf évident, et vraiment pour moi un pur plaisir. Et le Vendée Globe, là, on voit des images, c'est pareil, vous aviez appris à naviguer quelques mois avant? Bon, j'avais jamais j'avais jamais fait de régate de ma vie, très peu de voile. Par contre j'avais l'avantage d'être officier de marine marchande, c'était ma profession de départ. Donc tout ce qui était navigation, on va dire mer, tous les appareils techniques, aujourd'hui la voile c'est très technologique, donc tout ça j'avais ce petit avantage, mais maintenant il me restait à maîtriser les voiles. Ouais, officier de marine marchande, on est sur des gros cargos Cargos, pétroliers, porte-containers en tout genre, donc c'était quand même quelque chose qui me permettait d'être relativement confiant sur ma capacité pour arriver à naviguer sur ces bateaux qui sont extraordinaires. Ces bateaux, c'est 60 pieds open, 18 mètres de long. Bon, démarrer le Vendée Globe comme première régate, je ne pense pas que vous soyez nombreux à avoir fait ça. Oui. Donc, juste avant, pour me qualifier pour le Vendée Globe, j'avais terminé la Transat anglaise, et en équipage, on avait battu le record de la traversée de la Manche. Sur ce bateau. Donc. Vous étiez parti sur de bonnes bases alors. Voilà. Luc, qui est à côté de vous, a au moins 2 points communs. Vous êtes tous les 2 moniteurs de ski quand vous naviguez pas sur les océans de la planète. Et vous avez tous les 2 doublé le Cap Horn. Luc, vous aussi, hein, même si ce n'était pas le Vendée Globe, vous avez fait un tour du monde à la voile. Ouais, alors j'ai fait un tour du monde, on va dire, sur la route du Vendée Globe, mais tout seul sur mon petit bateau. À votre rythme. Ouais, à mon rythme, et puis sans course, sans médias, sans rien. Ouais. Oui, non, tranquille. mais attention, là il est modeste, mais c'était en 92. Je connais un petit peu l'histoire. C'est totalement exceptionnel, les conditions dont il a fait le tour du monde. Jean-Mi, la montagne et la mer, il y a souvent des passerelles. Hein. On retrouve des marins montagnards ou des montagnards marins. On retrouve des marins montagnards, effectivement, et des montagnards marins. C'est pas étonnant, justement, que Éric Loiseau, qui est un grand navigateur, ait créé un trophée qui s'appelle Mer-Montagne, et que le dit Éric Loiseau se soit un jour rendu sur les pentes de l'Everest et accompli l'ascension jusqu'au sommet. Bon, avec 2 petits doigts gelés quand même. Mais voilà, donc les marins, les montagnards, c'est les mêmes gens. C'est des gens qui aiment la nature, c'est des gens qui aiment les grands espaces, et puis qui aiment les conditions un petit peu, on va dire, hostiles. Un peu extrêmes. Ouais. Ils aiment en chier pour parler un peu. Pour parler comme ça. Ouais, la nature un peu extrême, ouais. Bon, et vous aimez aussi les défis. Charles, vous êtes passé donc de ces gros cargos aux voiliers. Et puis comme les voiliers, c'était encore assez confortable, vous avez décidé de naviguer sur des coques de noix, hein, on peut les appeler comme ça, des barques, et vous avez attaqué l'Atlantique à la rame. Oui, donc dans un premier temps, je revenais de l'Everest et je préparais un Ironman.
Vous étiez en pleine forme. Et j'étais en pleine forme. Et puis, je suis tombé sur Emmanuel Coindre, qui a tout un tas de records sur tous les océans du monde. Il m'a dit, tiens, la rame, ça t'intéresse. Il m'a loué son bateau. Et un mois après, je pulvérise le record de la traversée que j'ai toujours de l'Atlantique à la rame. J'ai fait Dakar-Amazonie en 36 jours. 36 jours, hein. Un gros mois en gros pour aller à la rame de l'Afrique à l'Amérique. Voilà. Bon, je ne me testerai pas sur cette distance, mais ça ne vous a pas suffi de faire un aller record. Vous vous êtes dit, bon, l'Atlantique, c'est pas si grand, je vais faire l'aller-retour, c'est ça? Voilà, donc en 2012, là par contre, je passe 145 jours en autonomie complète sur le bateau. Je refais l'Atlantique Nord, donc le parcours d'Aboville au départ. Ça, c'est le bateau, donc où je passe 145 jours. Et après, donc, je longe les côtes de l'Europe, les côtes de l'Afrique, et je traverse de l'autre côté pour arriver. Là, c'est des photos exactement de l'arrivée, où j'ai passé donc, sans ravitaillement 145 jours. 11 000 km, c'est ça, à la rame? Voilà. Bon, c'était une première. Il fait quelle taille votre bateau? Quelques mètres? Il fait donc un peu plus de 7 mètres, surface habitable, 1 mètre carré. C'est pas tout à fait vrai parce que si on fait une loi Carrez, c'est 0 mètre carré parce que j'ai pas la hauteur Subaru. Oh. Oui, mais vous êtes un petit gabarit, donc vous vous glissez facilement dans les recoins. Qu'est-ce qu'on fait pendant 5 mois? On rame, d'accord, mais 5 mois tout seul au milieu de l'océan, comment on passe le temps? Moi, si vous voulez, après, moi j'ai une personnalité qui fait qu'à partir du moment où je suis parti sur une expé, que ça soit une expé qui va durer quelques heures ou 6 mois, le simple objectif me motive tellement, me passionne tellement que j'arrive à oublier tout le reste. Et le fait d'arriver, d'avoir la possibilité d'arriver à réussir mes rêves, ma passion suffit à mon bonheur et tout le reste, je fais avec. D'accord, vous êtes focus pendant 5 mois sur voilà. le défi à réaliser et sur le but à atteindre. Jean-Mi est un peu plus poète hein, pour passer le temps en haute montagne. J'ai découvert dans ses chroniques que de temps en temps, t'emmenais de la littérature érotique. Hein. Oui. Très surprise. J'emmène de la littérature tout court Oui. dans ces expéditions-là, parce que j'aime beaucoup lire. Et comme en expédition, on passe pas mal de temps finalement à attendre, c'est pratique d'avoir un bon livre. Alors, la littérature érotique, ça a quand même un danger, quoi. C'est pas terrible à l'Everest. Voilà, ça peut susciter des envies qu'on aurait du mal à assouvir à ces altitudes-là ou perdues en pleine mer. Alors bon, on ne va pas rentrer dans, dans ces détails-là. On parlait des points communs entre la mer et la montagne. Le fait d'être livré à soi-même, qu'on soit en très haute altitude ou au milieu de l'océan, ça aussi, il faut le gérer. J'imagine qu'il n'y avait pas une assistance prête à vous aider en cas de problème, Charles. Ah, il n'y en avait même pas du tout. Pas du tout, ouais. Mais moi, à vrai dire, ma passion, c'est le sport. Et je suis sur le terrain de l'aventure par opportunité, parce que je pouvais pas, j'avais pas les prédispositions physiques pour être champion de tennis ou pour gagner une médaille olympique en ski alpin. Par exemple, de descente, ça m'aurait passionné tout autant. Donc j'avais pas. Ça aurait été plus tranquille à organiser. Oui, donc j'ai tout de suite vu que je pouvais pas faire quoi que ce soit sur ce terrain-là. Par contre, sur le terrain de l'aventure, j'ai eu comme inspirateur, comme modèle, par exemple, Steve Fossett. Et depuis très longtemps, je me suis dit, tiens, là, tu as peut-être quelques qualités naturelles pour évoluer sur le même terrain que lui. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. Alors l'aventure de Steve Fossett, c'est malheureusement mal terminé, puisqu'il est décédé il y a quelques années. Quand on prend, on se lance dans des défis comme ça, on prend des risques. J'imagine que les 5 mois en mer sur votre bateau à rame, ça n'a pas dû être de tout repos. On chavire par exemple dans des expéditions oui, bien sûr. Le bateau est étudié pour. Sur ce bateau, donc j'ai même fait des loopings complets. Donc c'est-à-dire le bateau pris par une déferlante, soulevé, retombé sur le toit et qui se remet à l'endroit après avoir fait un 360. Alors oui, ça c'est très impressionnant. Donc, mais enfin, toujours est-il que il faut surtout pas être motivé par le risque. Mais la peur, on a peur quand on est dans des aventures comme celle-là. Moi, je peux parler de moi, oui. Parce qu'après, chacun vit la relation au risque à sa façon. Moi, si vous voulez, les gens qui me connaissent considèrent que j'ai un tempérament un petit peu à tourner en rond, à hésiter avant de prendre la décision de partir sur une expédition.
Et notamment, mes hésitations sont liées au risque que je suis capable de prendre ou que j'ai pas envie de prendre. Par contre, une fois que je suis en expé, donc j'y pense plus. Je fais tout pour le limiter, mais si le risque est là, honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'inhibe ou qui me... Une fois que j'ai pris la décision, je considère que c'est à moi d'assumer et de faire en sorte que de gérer les choses en les optimisant au maximum. On peut retrouver ça aussi en haute montagne. Hein. Souvent, c'est presque a posteriori qu'on se dit là, j'ai pris des risques énormes, mais quand on est dans l'action, on n'y pense pas forcément. Non, dans l'action, on ne pense pas à ces choses-là, sinon on ne mettrait jamais un pied là-dedans. Hein. Je pense à l'Everest. Charles Edrich, je connais bien. C'est vraiment pas une sinécure, quoi. C'est quelque chose de très compliqué, on souffre, voilà quoi, tout simplement, on souffre et on prend des risques. Hein. Tout à l'heure, on se disait combien de gens ont réussi le sommet, peut-être dans les 5000, combien sont restés sur le carreau, pas loin de 1 sur 10. Donc voilà, ça signifie ça. Alors, on a ces données-là dans la tête, on sait qu'on va prendre des risques, mais une fois qu'on est dedans, voilà quoi, on n'y pense pas. Alors Charles, après un océan dans un sens, un aller-retour dans l'autre, vous n'étiez pas pour autant dégoûté de la rame, hein, puisque vous êtes parti sur un autre défi, le passage du Nord-Ouest, 3e point commun avec Luc, qui a également défié cet endroit. Alors, on va faire un petit peu de géographie, parce que le passage du Nord-Ouest, ça parle aux aventuriers, ça ne parle pas forcément au grand public. Si on prend un globe, ça se situe au sommet du globe. Hein. Le globe, il faut déjà le prendre par le nord. Regardez le pôle nord. Il faut le remettre déjà de côté et le regarder d'en haut. Et là, on voit le passage. On se rend compte qu'il y a un petit cheminement possible. Il y a un cheminement à travers des îles. Il faut passer au nord du Canada et au nord de l'Alaska. On va regarder sur cette petite animation, effectivement, ce que c'est que ce passage du Nord-Ouest. Pourquoi il est réputé dans le monde de l'aventure ? Parce que c'est un des 2 passages naturels pour passer de l'océan Atlantique au Pacifique, avant la construction de Panama. Donc il y avait soit le Cap Horn, le célèbre Cap Horn, ou alors passer par le haut. Et on arrive, je crois, au niveau du détroit de Bering. Et on arrive au détroit de Bering, en face de l'Alaska. Donc d'un côté, on a l'Amérique, l'Alaska, de l'autre côté, la Russie. On a quelques kilomètres de la Russie, oui, complètement. Ouais. Et c'est un endroit, alors là, on voit en bleu qu'il y a la mer, mais qui n'est pas libre tout au long de l'année. Hein. Non, il y a, par exemple, on avait l'habitude de dire 2 mois d'ouverture de glace, mais on s'aperçoit que depuis 2 ans, le passage est pratiquement bloqué. Il y a très peu de bateaux qui passent. Il y a eu des belles années il y a 10-15 ans, 10 ans, 5 ans. 3 ans quand je l'ai passé, et maintenant, depuis 2 ans, c'est pratiquement bloqué. Ça veut dire qu'on peut passer assez facilement à pied d'un continent à l'autre, de la Russie aux États-Unis, tout en haut ? Tous les Indiens qu'on trouve en Amérique du Nord et du Sud sont passés par là, arrivent par là, ont émigré depuis des milliers d'années par ce passage de Bering. Oui. Alors ce passage du Nord-Ouest, Charles, vous êtes en phase d'inscrire votre nom, d'être le premier à le franchir à la rame. Ça a déjà démarré il y a plusieurs années, ce défi, il est encore en cours. Hein. Voilà, donc pour l'instant j'ai fait, là on voit des images du passage du Nord-Ouest, j'ai fait 5000 km depuis le détroit de Bering. Et il me reste, pour l'été prochain, il me reste 1000 km à réaliser, une vingtaine de jours de rame. C'est-à-dire que quand la glace se referme, vous êtes obligé d'arrêter là où le bateau est pris et vous revenez l'année d'après. Voilà, alors j'ai un bateau en Kevlar carbone extrêmement léger, il fait 160 kg à vide, donc je peux le tracter sur la banquise, mais pas sur 300 km. Je peux le tracter pour passer de bout de banquise en bout de banquise, mais là, cette année, comme le dit Luc, c'était totalement gelé, ça n'a même pas regelé, ça n'a pas dégelé. Donc j'ai été obligé d'hiverner mon bateau dans un petit village qui s'appelle Taillolac pour l'an prochain. Et personne ne sait aujourd'hui pourquoi il y a tant de banquises. Il n'y en a jamais eu autant depuis 10 ans sur ce point précis du globe, à part si toi tu as une... Non, depuis 10 ans, on va dire 10 ans, 10-15 ans, ça passait bien, ça dégelait bien, puis là, depuis 2 ans, ça bloque. Moi, mon avis, c'est que c'est des gros pans de banquise qui se détachent. Voilà, qui se désolidarisent de la banquise.
Du pôle Et Nord. puis ça part en dérive et ça bloque complètement l'entrée du passage. Après ça s'entasse et puis ça dégèle plus quoi. Alors c'est un endroit où il n'y a pas énormément de monde, mais on a vu quand même un spectateur surprenant sur vos images. Charles, l'ours brun, c'est des rencontres qu'on fait régulièrement dans ce coin-là? Alors, donc il faut savoir, l'ours blanc c'est magnifique, Oui. mais Ça je veux bien vous croire, mais c'est ça peut être dangereux. extrêmement dangereux. Ouais. Hein. On considère que c'est l'animal le plus dangereux au monde. C'est le seul animal qui chasse l'homme. Donc pour les chasseurs, j'ai du 300, donc un fusil. Donc vous avez avec un fusil dans, c'est dans impératif, le bateau. impératif. Et à un moment, j'en compte 16 autour de moi. D'accord. Et vous avez combien de coups dans votre fusil? Non, alors attention, faut pas non plus, si on fait attention, faut pas surestimer le risque. En pleine mer, il n'y a strictement aucun risque. L'ours qui nage, il va jamais attaquer le bateau. Le danger existe si je tire mon bateau sur la glace. Où là, par contre, il est capable, il est malin comme tout, il est capable de suivre et d'aller se planquer pour essayer il vous perçoit, lui, comme un casse-croûte, donc pour essayer de vous croquer. Donc. Et là, il faut faire très attention. Alors, vous avez croisé Luc d'ailleurs dans ce passage du Nord-Ouest. Je crois que Luc terminait et Charles démarrait son périple. Ouais, moi l'année où je termine, j'arrive donc juste en dessous de Bering, c'est dans le petit port de Nôme, donc au printemps, et donc je rencontre Charles qui part dans l'autre sens. Il ne doit pas y en avoir beaucoup des moniteurs de ski français dans le village de Nôme. Non, parce qu'on disait peut-être 40 ou 50 bateaux qui sont passés depuis le départ de ceux qui tentent le Nord-Ouest. Depuis un siècle à peu près. Ouais, depuis un siècle, on doit être une cinquantaine de bateaux et donc on se retrouve les deux moniteurs de ski là-bas. Ouais. Alors là, on voit votre bateau qui n'est pas beaucoup plus grand que le bateau à rame de Charles finalement. Ouais, à peine, ouais, ça fait 10 mètres de long. Une petite coque de noix également. Ouais, petite coque de noix en plastique et moi je navigue léger. Je navigue léger avec pas grand-chose. Et quand on part comme ça sur un périple de plusieurs semaines, on a un peu un plan de route ou alors on improvise vraiment en fonction des conditions? De toute façon, dans le Nord-Ouest, on est obligé de suivre la côte finalement. C'est que de la navigation côtière, donc ça part d'un côté et puis il faut sortir de l'autre. Puis au milieu, il faut improviser avec les dépressions qui passent, les banquises et puis les ours polaires aussi. Ouais. Allez, c'est vous aussi, vous avez la carabine dans le... J'avais aussi la carabine, ouais. Ouais, c'est obligatoire, ouais. Un bateau aussi écolo, hein. Il y a des éoliennes, des panneaux solaires. Alors, complètement. Alors j'essaye, je prends un petit peu plus le temps. Moi, je suis moins dans l'exploit, mais consommer quand même moins de gasoil, ouais. Donc le plus possible à la voile, ouais. Qu'est-ce qui vous attire de naviguer dans des eaux comme ça? Je sais que vous avez été au lycée des eaux claires à Grenoble. Alors il y a peut-être un lien entre les eaux claires et les eaux glacées, mais au-delà de ça... Bah, je sais pas, j'ai commencé à naviguer sur le lac de Monténard et puis c'est vite petit, donc il faut voilà, un petit peu de Méditerranée. Il y a moins d'iceberg, après la Méditerranée, mais c'est vite petit aussi. Et puis après, premier tour du monde par le sud, le Cap Horn. Et puis après, l'autre passage naturel. Je voulais faire les deux passages naturels du Pacifique à l'Atlantique. Donc le Horn et au nord, le Nord-Ouest. C'est une navigation dangereuse. On a vu là sur ces images des icebergs. C'est un peu la hantise des marins. Ouais, c'est engagé. C'est engagé, dangereux. Je pense comme on peut dire de la montagne, d'une escalade. Si on respecte tout et puis qu'on a un petit peu de chance, ça passe. Il faut une certaine endurance également. Je crois que dans le secteur du pôle Nord, le champ magnétique empêche les outils habituels de navigation de fonctionner. Ouais, donc là, c'est l'homme qui prend le relais. Ouais, alors il y a il y a 4000 km où on est trop proche du pôle magnétique. Et là, les compas ne marchent plus. Donc le compas, essentiellement celui du pilote automatique, donc à la barre. Donc on reste à la barre en permanence. Ouais. Combien de temps vous êtes capable de rester à la barre? Moi, j'arrive 96 heures. 96 heures. Ouais. Sans piquer du nez. Non. D'accord. J'arrive. C'est viable et je m'en sors. Alors après, il ne faudrait pas dépasser parce que là, ça devient dangereux. Ouais. 96 heures. Bon, je sais qu'en montagne, on ne dort pas beaucoup non plus quand on est dans des expés, mais il faut les enchaîner là. Ouais. Alors, il me faut du temps pour m'en remettre. Je le fais si je sais qu'au bout de ces 96 heures, je vais pouvoir poser le bateau dans un mouillage ou un port qui est sûr. Et bon, il me faut quelques journées pour me reposer, évidemment. Ouais. On croise la population locale, il y a du monde qui habite là-bas en permanence dans Il y a quelques petits villages, ouais. Quelques petits villages, tous les 500, 600, 700 km, il y a un petit village, ouais. Resolute Bay, Cambridge Bay, Johaven. Et les gens vivent de quoi dans ces régions? Alors, il y a deux populations. Il y a d'un côté la population inuit,
qu'elle vit principalement de subventions. Et puis il y a pour moitié, c'est des Blancs, des Américains ou des Canadiens. Et puis ils cherchent du pétrole, ils essayent de voir ce qu'ils peuvent piller à droite à gauche, quoi, en fait, comme un petit peu partout, quoi. Donc en plus des icebergs, il faut faire attention aux plateformes pétrolières. Ah bah sur l'Alaska, oui, Ouais. c'est Las Vegas. Ah bah, quand on passe au large de nuit, c'est Las Vegas. Il y a 10, 12, 15 plateformes pétrolières qui sont illuminées et c'est assez impressionnant. Ouais. Alors vous avez raconté vos histoires dans deux livres aux éditions Lucos. Lucos comme Luc, c'est ça? Ouais, Lucos, voilà, ouais. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Ben, hein. c'est exactement ça, ouais. Donc il y a le premier là sur le passage du Nord-Ouest, et puis un ouvrage qui était sur une aventure précédente. Ouais, c'est sur ça une aventure précédente au Spitsberg. Donc, pour situer, c'est le Cap Nord au nord de la Norvège. Et on fait 1500 km encore au nord du Cap Nord. On reste dans les eaux très... Ah ouais, dans la glace et très l'iceberg. fraîche. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est votre credo. Ouais, j'aime bien aller là-haut. Bah, au nord ou au sud, mais au milieu, non, c'est un petit peu entre deux eaux, quoi. Bon, une sorte de journal de bord en images qu'on peut commander sur votre site internet pour ceux qui veulent découvrir un peu plus ce voyage sur un bateau de 10 mètres. Charles, vous, donc le Nord-Ouest, normalement, ça se boucle la saison prochaine. Voilà, donc en principe, ça doit être Vous bon. serez le premier homme au monde à avoir fait ça à la rame. À la rame, oui. Mais alors, pardon, si en trois saisons, c'est comme Amundsen, c'est le premier qui a passé le Nord-Ouest à la voile. Au début du XXe siècle. 1903-4 par là. Et donc, le premier a mis 3 ans. Ils ont mis 3 saisons d'été pour passer, ouais. Donc, comme les grands, Charles. Ça lui va bien, comme les grands. Comme les grands, ouais. Bon, on va respirer un petit peu dans cette émission, parce que l'air frais du Grand Nord, ça creuse. On fait une pause, et puis on revient dans quelques instants pour la deuxième partie de ce grand air, et vous allez voir qu'il y a encore de belles aventures à découvrir. La deuxième partie de ce grand air consacré à l'aventure, à la grande aventure même, avec Charles Edrich, baroudeur de l'extrême, Luc Dupont, moniteur de ski et navigateur, et puis Jean-Mi Asselin, alpiniste, écrivain, journaliste. Une vingtaine d'ouvrages publiés à peu près, c'est ça, Ouais. Bon, le dernier, il est là, aux éditions Glénat, j'allais dire presque la maison mère, l'éditeur grenoblois, nouvelle chronique des hauteurs. On parlait dans la première partie de l'émission du passage du Nord-Ouest. C'est un petit peu l'Everest pour les navigateurs. On peut le considérer, on peut faire le lien entre l'Everest de la montagne et l'Everest de la mer. Le terme Everest pour les marins, ça a été beaucoup utilisé pour le Cap Horn. Ouais. Mais ouais. Ça peut le faire aussi. Ouais, ça marche, ouais. Bon, ça tombe bien parce que maintenant, on va parler du vrai Everest, celui qu'on admire, celui qu'on gravit pour certains, ceux qui en ont la chance. C'est le toit du monde, c'est aussi le théâtre de certaines de ces chroniques, Jean-Michel, et c'est une montagne qui t'a longtemps fait rêver. Oui, c'est une montagne qui m'a fait rêver, je pense... Depuis l'origine, je suis né en 52 et en 53, l'Everest a été conquis par Hillary et Tenzing, néo-zélandais et un Sherpa. Et il se trouve que mes parents, qui tenaient un hôtel-restaurant, avaient acheté une télévision. Donc j'avais 1 an quand j'ai vu l'arrivée d'Hillary au sommet de l'Everest. Ça a dû me marquer. Non, trêve de plaisanterie, mais l'Everest, je pense que ça me... Quel que soit ce qu'en disent les alpinistes, à un moment, s'ils ont l'opportunité, ils vont y aller. Parce que c'est quand même quelque chose d'absolu, c'est la plus haute montagne du monde. À pied, on ne peut pas aller plus haut. Donc il y a quand même ce petit air d'y aller, quoi. J'ai découvert dans votre bouquin qu'à une époque, quelques longues dizaines d'années, on ne pensait pas que c'était l'Everest, la plus haute montagne du monde. Oui, il y a eu effectivement plusieurs sommets qui ont été concurrents de l'Everest, dont un sommet très bizarre qui s'appelait l'Amnier-Machen, qui était à l'est du Tibet, complètement à l'est, dans une région qui s'appelle le Qinghai. Et on a pensé à un moment qu'il était plus haut que l'Everest. Que c'est même plus de 9000 mètres. Oui, alors c'était un navigateur américain qui...
pilote américain qui visiblement avait eu un problème avec son altimètre et qui avait déclaré ça. Mais ça avait été corroboré également par un observateur à terre. Et alors, très curieusement, l'Amnémachène, ça veut dire la montagne qui vole. Donc, est-ce que l'Amnémachène, de temps en temps, lévite? Peut-être elle s'est levée. Aujourd'hui, elle vole à pas plus de 6000 mètres. Non, c'est un 6000 mètres, j'y suis allé. Ça fait quand même une grosse marge d'erreur. Une grosse marge d'erreur. Mais oui, mais ça arrive souvent. C'est très compliqué de mesurer les montagnes. L'Everest a été mesuré en 1875 seulement par justement les pandits, ce qu'on appelait donc les espions mesureurs du Survey of India, qui était cette entité qui était chargée de cartographier l'Himalaya. Et ces gens-là, en 1875, menés par un certain George Everest, ont découvert que l'Everest est effectivement la plus haute montagne du monde. Mais quand même, on note que sur les cartes des jésuites qui avaient visité le pays à peu près au XVIIe siècle, eh bien, ils notent une certaine montagne qui s'appelle Chomolungma et dont il est dit que c'est déjà la déesse la plus haute. Donc les jésuites l'avaient bien repéré. L'avaient bien repéré. Vous parliez de la conquête du plus haut sommet de la planète en 1953. On va se replonger quelques instants dans ce fait de gloire, on va dire, de l'histoire montagnarde. En 1953, le Népal a ouvert ses portes et c'est par le versant sud qu'une très grosse expédition britannique veut gravir l'Everest. John Hunt en est le chef. Colonel de l'armée britannique, il a conçu cet assaut comme une véritable conquête militaire, une expédition plus proche du débarquement en Normandie que des explorations romantiques de Mallory. La montagne est totalement équipée, des camps solides sont installés et des tonnes de matériel sont acheminées pour forcer les portes vers le sommet. Le 29 mai 1953, le néo-zélandais Edmund Hillary et le Sherpa Tenzing Norgay atteignent le sommet. L'exploit sera retentissant à la fois pour les Britanniques, mais aussi pour le peuple Sherpa, dont l'action aura été déterminante dans cette victoire. Désormais, l'Everest ne se fera plus sans l'aide de ces Sherpas d'altitude, dont le rôle initial de porteur se transformera bientôt en celui de véritable guide. Alors c'est marrant parce que le point culminant de l'Angleterre, ça ne doit pas dépasser les 1500 ou 1600 mètres. Et c'est pourtant une expédition anglaise qui est la première à atteindre le toit du monde. Oui, mais les Britanniques sont partout. Où que vous alliez dans le monde, vous allez toujours trouver un Anglais qui s'est déjà baladé dans le coin. Et les Anglais sont des férus de montagne parce qu'ils ont chez eux de très belles montagnes. En Écosse, le Ben Nevis, etc. Où on peut faire de la glace extrême. Et les Anglais ont toujours été des découvreurs. Voilà, donc c'est pas étonnant de les retrouver sur l'Everest en 1953. Mais on les retrouve sur l'Everest déjà en 1924. Ils avaient fait des tentatives bien avant la guerre. Ils avaient quand même fait 5 tentatives. C'est ça. Les Français ont quand même une part de gloire dans la conquête des 8000, puisque 3 ans avant, ils avaient vaincu le premier, l'Annapurna. Par contre, ils vont mettre 25 ans avant d'arriver au sommet de l'Everest. On regarde ça. En 1978, Pierre Mazot dirige la première ascension française sur l'Everest. Cette expédition est d'une autre forme que celle des Britanniques de 1953. Le système d'organisation est plus pyramidal puisqu'il est censé conduire un homme au sommet. Et pas n'importe quel homme. À 49 ans, cet ancien ministre est également un alpiniste de haut niveau, au caractère bien trempé et à la volonté inflexible. Il sera non seulement le chef d'expédition, mais c'est également lui qui va forcer dans la tempête le passage vers le sommet pour inscrire une première française historique. Le 15 octobre 1978, il est au sommet en compagnie de Nicolas Gégère et Jean Afanassiev. Ah là là, allez, vive notre pays, 25 ans après, on a foutu ce drapeau. Allez, avec des jeunes, pour être ton père, j'ai des enfants de ton âge. Arrêtez de me traiter de vieux, mais c'est vrai que je suis un peu fatigué aujourd'hui. Je ne sais pas si le son est d'origine, il a vraiment été pris au sommet, mais en tout cas, c'est des images assez émouvantes. Vous aviez un an en 53, je ne suis pas certain que ça vous ait marqué de façon consciente, mais là, vous aviez 25-26 ans. Vous rêviez déjà, j'imagine, d'aller sur ce sommet? Non, alors pas du tout. Pas encore? Pas du tout, pas encore. Non, non, il a fallu attendre ma première tentative. Une vocation tardive. Oui, c'est une vocation tardive et c'est pas avant 1989 où là, j'ai vu l'Everest du côté tibétain.
Et j'ai eu l'opportunité, comme on dit, de m'associer à une expédition qui était menée par deux guides de haute montagne, Claude Jacou et Michel Vincent. Et j'étais le photographe de cette expédition et c'était extraordinaire, tout simplement. Ce qui m'a valu d'y retourner 4 fois de suite après. Bon, ce n'était pas forcément la meilleure idée. 5 expéditions à l'Everest. Ça fait 1 an de sa vie. 1 an de sa vie, oui, parce qu'effectivement, on n'y va pas comme ça en 3 jours. C'est 2 mois à peu près, Ouais, 2 bons mois pour monter une expé là-haut. La dernière, c'était en 2003. Vous la racontez dans ce livre. Il y a plusieurs chroniques qui sont consacrées à cette expédition. C'était un peu particulier puisque 2003, c'était le 50e anniversaire de la première ascension. Et là, en plus d'être alpiniste, vous étiez chef d'expédition. Et ça, c'est pas le même métier. Ah, c'est pas le même métier du tout, surtout quand on a à gérer 25 grimpeurs, 25 alpinistes, dont certains parmi les plus célèbres, donc des égos assez démesuré. Il y avait Patrick Béraud, par exemple, sur cette expédition. Patrick Gabarou, vraiment des grands alpinistes, quoi. Et 25 Sherpas également, puisque c'était une expédition qui voulait réunir les Sherpas, les alpinistes par binôme. C'était un beau challenge qui m'a valu quand même quelques soucis. Vous mêliez professionnels, on va dire, de la montagne, et puis des amateurs aussi, parce que l'Everest, c'est une montagne, on va dire, qui attire un peu tous les amoureux de l'Everest, c'est un peu comme le Mont Blanc, c'est quelque chose de suffisamment emblématique pour qu'on retrouve sur cette montagne des gens avec des motivations très diverses, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie de faire l'Everest, ce que je peux comprendre tout à fait, et d'où peut-être toutes ces critiques qui ont été élaborées à l'encontre de l'Everest en disant mais non, mais c'est pas bien, c'est la plus haute montagne du monde, il faut y aller sans oxygène et tout ça. Bon, on sait très bien que pourquoi pas, mais enfin sur les 5000 et quelques personnes qui ont atteint le sommet aujourd'hui, il n'y en a que peut-être une petite centaine qui ont fait sans oxygène et encore, et souvent certains ne sont pas très en forme après avoir fait ça, je peux vous le garantir. Vous témoignez d'ailleurs dans le dernier film de François Damilano, On va marcher sur l'Everest, qui a été présenté aux rencontres du cinéma de montagne de Grenoble et dont on reparlera sur ce plateau dans une prochaine émission de Grand Air. Et vous parlez d'un désir d'Everest qui vous habitait, vous ne pensiez qu'à ça Oui, je pense que ça peut pour certains être une obsession, ça l'a été en tout cas pour moi à un moment, de me dire mais... Alors après l'histoire de cette obsession elle est compliquée. Pourquoi on éprouve ce genre de choses? Pourquoi on a envie de se confronter à un truc pareil qui, encore une fois, je vous dis, c'est pas très marrant, hein. L'Everest, faut avoir envie de souffrir. Voilà. Mais bon, il y a aussi de très 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 beaux moments. Faut quand même le dire. Alors là, on voit des images qui datent de 2006, si ma mémoire est bonne. Charles, parce que vous avez souffert aussi sur cette montagne. Souffert. Charles ne souffre jamais. Pour moi, c'est une passion. Après, c'est sûr qu'il y a des moments qui sont compliqués. Souvent, effectivement, pour rejoindre ce que tu viens de dire, on dit l'Everest, c'est pas un exploit, évidemment, c'est pas un exploit. Je crois que je dois être grosso modo le 29e ou le 30e français à peu près à être au sommet. Ceci dit, qu'on soit très fort ou moyen, l'Everest, un 8000 en général, ça reste une activité extrêmement difficile d'un point de vue physique, extrêmement dangereuse. Hein, je répète ce que tu as dit. La statistique, elle est très simple. Pour 10 personnes au sommet, 1 mort. Sans parler en plus de tous les accidents, gelures, complications variées diverses. Donc il n'y a pas d'activité humaine, ou quasiment pas, où il y ait un tel ratio. Et puis, c'est le plus haut sommet du monde. Maintenant, il y a d'autres 8000 qui sont plus difficiles. Il y en a quelques-uns qui sont tout aussi fantastiques, ou des sommets qui ne sont pas forcément des 8000. On vous voit là, arriver au sommet, c'était il y a 8 ans. Ça reste encore gravé dans votre mémoire, ces moments-là ou... Alors, je ne vais pas être très poétique. Je vais vous dire que là, je reviens du passage du Nord-Ouest. À partir du moment où j'ai bouclé une aventure, une expédition, elle est rangée dans ma mémoire au même titre que, je sais pas, un match de tennis. D'accord, ça n'a pas été plus marquant que ça pour vous. Non. Maintenant, je revois ces images. Pour moi, je les revois avec autant d'intérêt. Là, on me voit, donc je suis en rouge, je viens d'arriver au sommet. Que le Dakar Moto ou par exemple la Pierre Amanta que je boucle alors que j'avais jamais fait de ski alpinisme de ma vie. Pour moi, ça a été quand j'arrive à boucler le truc en étant classé, au bout de 4 jours, c'était le paradis, mais au même titre. Alors en plus, l'Everest, il faut savoir que quand on est au sommet,
On est très content d'être au sommet, mais il faut descendre. Donc, et comme il y a à peu près autant d'accidents, voire plus peut-être à la descente, le bonheur, il est vraiment à partir du moment où on rejoint, on va dire, moi j'ai fait la version, enfin le versant tibétain, à partir du moment où on est au camp de base avancé, à 6002, je crois, ou 6004. Là, on sait qu'a priori, là, on sait bon, mais la descente, ça reste très, très, très compliqué. Alors, pas plus marquant qu'un match de tennis, vous allez énerver Jean-Michel qui... Non, mais pour moi, après, si vous voulez... Il y allait 5 fois à rêver de ce sommet, l'a pratiquement touché. Hein. Vous avez, à 2 reprises, terminé à 50 mètres du sommet, au fameux ressaut Hilary. Et vous le dites, hein, c'est très dur de rater l'Everest. Oui, ça m'a carrément énervé, on va dire ça comme ça. Maintenant, c'est comme tout, quoi. Vous savez, la mémoire, elle est extrêmement sélective. Et à un moment, elle oublie tous les moments durs. Et aujourd'hui, je garde, certes, la frustration de ne pas avoir été au sommet, mais je garde surtout ces très beaux moments que j'ai passés, qui ont été formidables. Et puis l'Everest a été finalement très gentil avec moi. Pas une gelure, quasiment pas 2 fois l'œil, mais bon, ça c'est rien. Et puis vivant. Ouais, c'est formidable. Les fois où vous avez renoncé si près du but, il y avait cette notion-là de se dire si je fais le pas de trop, peut-être je reviendrai pas. Alors pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi, des gens me disent des fois très gentiment, oh, mais ce qui est dur, c'est de renoncer. Non, moi, alors ce qui est dur, c'est de renoncer. Mais non, moi, ça n'a pas été dur. Hein. J'étais avec un copain qui m'a dit, j'ai une femme, 2 enfants, on n'avait pas de corde pour franchir le ressaut Hilary, et donc on redescend. Je lui dis, oui. Puis une autre fois, j'étais avec un Sherpa, la corniche s'est cassée. On a failli partir tous les 2 dans la face est. Et le Sherpa m'a regardé, m'a dit it's time to go back, c'est l'heure de rentrer à la maison. Et je lui ai dit oui. Je suis rentré, voilà quoi. C'est pas plus que ça. C'est pas plus que ça. Bon. Alors, et en plus, moi j'aime bien reciter ce que dit souvent Francis Deloche de Noyelles. Qui est un membre de l'expédition de l'Annapurna en 1950. Qui est le dernier survivant. Ouais. Il est en pleine forme, il a 95 ans. Et il aime bien dire, en montagne ou sur le terrain des aventures et des expéditions, il y a 3 choses qui comptent. Point très important, c'est la chance. Bon, toi, 2 fois, visiblement, elle n'était pas vraiment au rendez-vous. Mais après, c'est comme ça, hein, il faut faire avec. Hein. Et surtout, il faut savoir la saisir, la chance. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Mais il ne faut surtout pas chercher à la provoquer. Donc, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Vous avez eu la chance, finalement, sur votre première tentative? Moi, je peux dire, hein, aujourd'hui, même dans... Bon, j'ai démarré ma passion d'aujourd'hui il y a à peu près 10 ans. Même dans mes rêves les plus fous, je ne pouvais pas espérer réussir plus de choses. Parce que j'ai tout réussi, sauf... une expédition au pôle Sud. En kitesurf, si je me souviens. Voilà. Alors que normalement, sur le papier... C'était la plus simple. Pas la plus simple. C'était certainement pas la plus difficile. Maintenant, la chance n'était pas avec moi. Je suis tombé malade. Maintenant, j'ai une réussite totalement insolente. Hein. Si on prend les 3 premières choses, Dakar Moto bouclé sur la première tentative, Everest du premier coup et Tour du monde en solo pendant le Vendée Globe du premier coup, même si, effectivement, j'ai fait ce qu'il fallait, chance insolente. C'est aussi un peu le paradoxe de l'Everest, c'est qu'elle peut s'offrir à des amateurs qui tentent leur chance comme ça pour une première fois, et puis se refuser à des alpinistes plus expérimentés qui vont y aller à de nombreuses reprises et finalement ne jamais arriver au sommet. C'est un des paradoxes de l'Everest, où vous allez trouver des gens parfois très jeunes, américains, qui avaient, je crois, 14 ans. Oui, une jeune fille de 13 ans, des gens l'été dernier. Des jambes, vous trouvez un aveugle au sommet de l'Everest. C'est presque un peu folklorique. C'est presque un peu folklorique, mais en tout cas, ces gens vivent une aventure fabuleuse. Et c'est ça qui est très curieux, c'est que vous avez, à l'inverse, de très grands alpinistes, comme je pense à Pierre Bégin, par exemple, Chantal Mauduit, qui sont allés plein de fois sur cette montagne et qui n'ont pas réussi. Donc, vous voyez, c'est très étrange, mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu. C'est pas mal. C'est pour ça que moi, je suis très content que finalement, n'importe qui puisse arriver au sommet de l'Everest s'il s'en donne les moyens et s'il prend toutes les précautions nécessaires, etc. C'est un beau jeu. Il n'y a pas de raison de critiquer ça. Les moyens financiers aussi, hein, parce que ça, c'est pas donné.
Moyens financiers, c'est pas donné, mais vous savez, je le raconte dans mon livre. Moi, j'ai eu un chômeur qui est venu à l'Everest. Il avait trouvé un lingot d'or. Oui, c'est ça. Il est venu avec le lingot d'or de sa grand-mère. Il l'avait emballé dans un petit. Il l'avait emballé. Je crois que c'est la première fois que vous touchiez un lingot d'or, C'est la d'ailleurs. première fois que je voyais ça, moi. Et le gars a payé son expert avec ça. Il avait peut-être d'autres choses à s'offrir. Mais bon, ça veut dire que quand C'est un on a choix. le désir, on y arrive. Ouais, c'est à peu près, on veut dire 40 000 €, c'est le ticket moyen aujourd'hui pour se payer une expé avec un guide, de tout le matériel qui va, L'oxygène, bien sûr. sans la garantie, bien sûr, Sans la garantie du sommet. de faire le sommet. Pour finir sur ce chapitre, la course aux 8000 a coûté la vie à pas mal d'alpinistes français de très haut niveau. Aujourd'hui, c'est un défi qui a été réalisé par de nombreuses personnes, mais toujours aucun Français sur ce grand chelem. Non, les Français qui en étaient les plus près, donc Benoît Chamou, 14e qui meurt lors de son dernière ascension. Jean-Christophe Lafaille, Ludovic Chaléa et d'autres, eh bien, voilà, ce sont tous des gens, malheureusement, qui ont disparu. Donc, vous voyez, c'est pas évident. Hein. Votre histoire avec l'Everest, elle est terminée ou il y aura peut-être... moi, oui. Ouais. Oui. Je suis très content. Vous voyez, il y a quelques mois, j'étais encore au pied de la montagne, ou au pied, j'exagère un peu, j'étais à quelques kilomètres à vol d'oiseau, et c'était avec ravissement que j'ai regardé cette montagne en me disant, bon, c'est super sympathique, mais je la vois de loin. Charles, le défi le plus dangereux, puisqu'on parlait des dangers de la montagne, le défi le plus dangereux que vous ayez testé pendant cette décennie? Pour l'instant, c'est probablement lorsqu'on réussit la première traversée, on est deux, avec Arnaud Tortel, pôle Nord, terre ferme, sans ravitaillement. On part avec des températures à moins 52, donc c'est très froid évidemment, mais c'était prévu au programme, donc là on fait avec des crêtes de compression, 145 kg dans nos traîneaux, donc c'est énorme. On va dire c'est un effort physique de tous les instants. Mais on était entraîné pour, et ce n'était pas une surprise. Quelques jours après, on passe à des températures positives. Résultat, plus de banquise. On est à 200 km du pôle Nord, précisément. Aucune possibilité pour aller nous chercher. Et on a nos deux traîneaux qui font 2,30 m de long. Et qui ne flottent pas. Hein. On les a attachés pour faire un espèce de radeau. Et on rame avec les pelles à neige. Et on est en situation, on va dire, extrêmement risquée, pour pas dire plus, pendant une trentaine de jours. Et après, le froid revient un petit peu, donc la banquise reprend ses droits, et puis on arrive à rejoindre la terre la plus nord du monde, c'est la pointe extrême nord du Groenland. Et là, sur la terre ferme, vous êtes sauvé. Vous n'avez pas été rancunier pour autant, hein, puisque vous êtes retourné sur les pôles pour réaliser un tour du monde. Pôle Nord, pôle Sud, ça aussi, c'est hors du commun. Donc à la voile sur un bateau, alors beaucoup plus rassurant que le petit bateau de Luc. Il en veut à votre petit bateau. Hein. Non, mais ouais, ça embête tout le monde que j'ai un petit bateau qui va. Non, mais c'est là l'aventure, c'est de faire des choses dans la rusticité. Donc on part sur un voilier donc en alu de 15 mètres. Donc là on voit, ça c'est donc lors des crêtes de compression, donc 145 kg chacun. Ouais. Et donc avec ce voilier d'expédition, là on le voit, donc c'est à l'extrême nord de l'Alaska, donc on voit le froid là, qui est là. Donc on part de France, Groenland, passage nord-ouest, descente du Pacifique, Antarctique, Cap Horn, retour France. Ça n'avait jamais été fait. Ben voilà, c'est fait par Charles Heydrich. On parlait d'argent pour l'Everest. Vous, ça a coûté très cher toutes ces expéditions. À vrai dire, moi je suis sur ma passion d'aujourd'hui. C'est pas une lubie qui m'a pris comme ça un petit peu sur le tard. Hein. C'est quelque chose que j'avais annoncé, notamment par exemple ma femme. Je lui avais dit, la seule chose que j'ai pas respectée, je lui avais dit, je partirai sur le terrain de l'aventure avant 40 ans et j'ai démarré seulement à 45 ans. Elle vous a eu 50 plus, il y a un peu de rab. Voilà, alors simplement parce que j'avais une entreprise, parce qu'il faut de l'argent évidemment pour faire ça. Comme personne croyait à mon histoire. Vous êtes financé avec votre... Voilà, donc c'était strictement impossible de trouver un partenaire qui croit à mes rêves. Donc pendant 6-7 ans, d'ailleurs on le voit hein, sur les images, il n'y a pas même un sticker sur les vêtements ou sur les bateaux par exemple. Donc pendant 6-7 ans, je finance tout moi-même. Donc j'avais une société que j'ai introduite en bourse et je finance tout moi-même. Mais ceci dit, la grosse différence avec Steve Fossett,
c'est que moi, je démarre millionnaire. Lui était milliardaire, donc les sponsors, c'était probablement le cadet de ses soucis. Oui. Moi, il fallait qu'un moment ou un autre... Ça enclenche. C'était impératif. Autrement, ça allait mal se terminer sur le terrain de financier. Et donc, aujourd'hui, heureusement, j'arrive à convaincre des entreprises du sérieux de mes projets. 4 millions d'euros, hein, vous avez investi quand même dans toutes ces aventures. Voilà. Il faut croire dans sa réussite et dans son aventure. Aujourd'hui, les choses fonctionnent mieux. En tout cas, vos périples vous ont permis d'attirer des sponsors. Et vous avez d'ailleurs réalisé un film qui retrace cette décennie de défis. Un film qui sera bientôt diffusé d'ailleurs sur notre antenne. On va regarder d'ailleurs un aperçu. Alors, si j'ai bien compris, l'aventure va s'arrêter en 2058. Pourquoi? Pour l'instant, j'ai 44 expéditions, précisément, dans les tiroirs. 44 en projet? En projet, oui. Allez. Donc, vous vous êtes dit, une par an, il faut que je tienne jusqu'en 2058. La 44e, je peux vous en parler. Oui, j'ai la ferme intention de battre le record de distance sur une heure à vélo des plus de 100 ans. Donc 44 ans, j'en ai 56, donc voilà. Donc j'ai 44 ans pour me préparer. Voilà, il faut être un petit peu patient, mais effectivement, c'est un beau défi, Luc a l'air... Ouais, je vais être plus poète, moi je vais continuer mon tour du monde par étapes tous les étés, et puis je vais aller jusqu'au bout, mais peut-être 12-15 ans, mais je ne calcule pas un nombre d'années précis. Bon, en tout cas, on sera là, Charles, pour 2058, le record avec plaisir. de l'heure en vélo des centenaires. Vous en avez un plus proche de défi qui va démarrer en 2015. C'est la traversée de l'Atacama. Alors moi, je ne connaissais pas ce désert, mais c'est le désert le plus sec du monde, c'est ça? Voilà, donc caractéristique, le plus aride. Il pleut jamais sur toute une partie de ce désert, et le plus haut du monde, entre 3 000 et 4 000 mètres, donc 1000 km. En autonomie complète, on sera deux avec Sylvain Bazin. Un seul point d'eau à mi-parcours, donc il faut arriver à faire 2 fois 500 km sans ravitaillement. Et on part chacun avec un chariot de 120 kg. Alors c'est au Chili, hein, on voit. C'est au nord du Chili. Une zone montagneuse. En autonomie complète sur 1000 km, même si vous marchez vite, vous allez y passer un certain temps. On estime 35-40 jours. Donc, il faut arriver à tenir 2 fois 20 jours en autonomie. Donc, vous tirez combien de... 120 kg. 120 kg de matériel. Il y a quoi dans ces 120 kg? Principalement de l'eau. Donc, 4 litres d'eau douce par jour et par personne. Et on recycle nos urines. Pour la boire? Pour la boire. D'accord, ça c'est
l'astuce qui vous permet d'alléger le poids du chargement. On gagne en autonomie, ça marche très bien. En fait, le principe, c'est aujourd'hui, les premiers à le faire, ça a été les astronautes dans l'espace, mais l'appareil pèse 50 kg, donc on ne va pas se charger avec 50 kg. Donc nous, c'est plus terre à terre comme système. 2 bouteilles à l'horizontale, reliées avec un adhésif. Dans la première, on met l'urine au soleil, elle s'évapore. La deuxième bouteille à l'ombre, donc l'urine vient se condenser dans la deuxième bouteille. Enfin, c'est le principe de l'alambic, quoi. On distille notre urine. Voilà. Je ne sais pas si ça a le même goût que l'alambic. Alors, c'est pas un grand cru. Hein, donc, non, mais... Et alors, par contre, quelque chose de très important, ça marche très bien. Interdiction absolue de boire l'urine de son copain. Ah, ça ne me serait pas venu à l'idée, mais... Parce que là, on Pourquoi tombe malade immédiatement, parce que le corps est bourré de bactéries, et on est habitué, évidemment, à ses propres bactéries, mais pas aux bactéries du copain. D'accord, donc il faut vraiment être rigoureux. Très, très rigoureux. On ne prête pas l'urine, il faut le savoir. Il n'y a aucun problème de prostate. Les montagnards vont pas jusque-là quand même dans les expéditions. J'avais jamais entendu parler en tout cas de ce système-là pour des expéditions. Non, parce qu'on a de la neige, hein, on en fait fondre, donc c'est pas. Ouais, c'est vrai que. Puis pour une raison simple, on n'urine pas. Hein. Oui, en plus. Parce justement, on n'urine pas hein, à l'effort, ou très très peu. Donc, et justement, sur le désert de l'Atacama, qui est évidemment très chaud le jour, la technique, c'est de marcher le plus possible la nuit, où dans ce désert, il fait quelques degrés au-dessus de 0, donc c'est tout à fait agréable. Donc le but, c'est de transpirer le moins possible, et puis le jour, à l'ombre, et on ne bouge plus. D'accord, on attend que ça se passe. On attend que ça se passe, donc... Un gros mois sur ce système d'autonomie. Ça nous donnera l'occasion de vous réinviter, Charles, pour que vous nous racontiez cette expérience. Le coup de l'urine, vous l'avez déjà testé dans d'autres expéditions ou ce sera une première aussi? Je l'ai testé donc, à Marseille, précisément. Ça marche très bien. Mais là, on part... Pastis marche pas mal aussi là-bas. Voilà, mais il faut des glaçons. Ah oui. Et donc là, on part dans quelques semaines avec Sylvain Bazin pour tester le matériel, notamment les chariots. Là, on a encore 2 ou 3 idées en tête. Et puis pour ramener le maximum d'images et pour s'entraîner, donc en janvier. Eh bien, très bien. Vous m'avez donné envie, pas forcément pour la boisson, mais pour toutes ces aventures à travers la planète. Nouvelle chronique des hauteurs, donc le bouquin de Jean-Michel Asselin, notamment avec sa dernière expédition à l'Everest, Le passager du Nord-Ouest et Voyage au Spitzberg de Luc Dupont. Et puis j'ai 2 bouquins, des beaux bouquins de chez Glénat, hein, la maison grenobloise. Alors, celui-là, il est de Mario Colonel. Sur le Mont Blanc, un beau bouquin de photos hein, de Mario Colonel. Très belle reproduction des images de Mario. Si vous aimez le massif du Mont Blanc, il y a un coffret qui vient de sortir chez Glénat, et puis les 4000 des Alpes. On va parler des 8000, mais chez nous, c'est les 4000. Hein, c'est notre Everest à nous. Là également, un bouquin qui vient de sortir aux éditions Glénat. Wolfgang Pusch, Helmut Dummler et Willy Burghardt, à mon avis, c'est les Allemands. Ouais, je pense. Autrichien, peut-être. Bon, merci à tous les 3. Merci aux jeunes de la Maison de l'Enfance de Bajatière qui étaient venus assister à cette émission. Et puis, on va se quitter, comme c'est la tradition dans Grand Air, avec des images spectaculaires. Et comme vous êtes 2 moniteurs de ski, j'ai choisi cette ligne parfaite réalisée par l'Américain Cody Townsend dans les montagnes de l'Alaska. La descente la plus effroyable de sa vie, paraît-il. Et vous allez comprendre tout de suite qu'il ne fallait pas se louper. À bientôt pour d'autres aventures. Let's stomp this one. All right. 3, 2, 1. Stopping!
Mighty, Made in Grenoble, le spécialiste du bâton de marche.